Merci à tous de consacrer une partie de votre samedi à écouter des propos concernant la sécularisation en Iran. Alors, comme vous le disiez, effectivement, c'est un pays de paradoxes. C'est un pays où, en fait, vous avez à peu près une représentation de tout ce qu'on peut envisager comme relevant de la sécularisation. Mais je vais me permettre de faire un petit rappel un petit peu théorique sur ce que c'est que la sécularisation, même si ce n'est pas la partie la plus plaisante, parce que c'est peut-être celle qui nous affecte le moins. La sécularisation, c'est un phénomène qui n'est qu'occidental, au départ. La sécularisation, c'est un phénomène, un processus long, qui a abouti à un état de fait, qui consiste en une séparation entre la sphère privée, dans laquelle on va finalement rabattre la religion, et la sphère publique, où on envisagera plutôt les normes sociétales, sociales et politiques. C'est un phénomène qui est occidental pour des raisons extrêmement diverses, mais une chose qui peut être éventuellement intéressante à observer, c'est que les penseurs, les chercheurs, en fait, ont regardé le phénomène a posteriori. C'est-à-dire que la sécularisation a d'abord eu lieu avant d'être pensée. C'est d'abord quand on est arrivé à ce point de séparation entre ces sphères qu'on a commencé à voir apparaître des querelles dans les champs philosophiques et scientifiques. Et je pense notamment à la querelle entre Hans Blumenberg et Carl Schmitt, qui essayait de comprendre comment on a pu arriver à cet état de fait. Alors pour l'un, on va commencer par Blumenberg, c'est très simple, un dieu caché vaut un dieu mort, pour le citer, c'est-à-dire que progressivement, à force d'avoir finalement donné plus de crédit à la raison et à la science, eh bien la religion et la croyance a dû se réfugier dans le seul lieu où on l'a laissé vivre, à savoir la sphère privée. Tandis que pour Carl Schmitt, ce qui est beaucoup plus intéressant, il me semble, à mon humble avis, c'est plus un transfert de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, la sécularisation, c'est finalement une désacralisation de normes qui sont issues du christianisme et qui, en fait, nous gouvernent toujours, en d'autres termes, du point de vue de Carl Schmitt. La religion serait l'ultime horizon du politique encore aujourd'hui. Il y a 1000 exemples. Le mariage, par exemple. Le mariage, c'était une institution religieuse. Aujourd'hui, il existe encore, sauf qu'on l'a désacralisé pour en faire une institution civile. On peut prendre l'université aussi. L'université, c'était le clergé. Et puis, progressivement, on a désacralisé le contenu pour finalement en faire quelque chose qui serait le nid de normes nouvelles. Tandis qu'en Orient, en fait, la question de la sécularisation, c'est une étude a posteriori. C'est-à-dire qu'on n'a pas abouti à cet état de fait pour ensuite se retourner et l'observer pour essayer de comprendre les ressorts. C'est plus un débat qui s'est imposé par rapport au modèle occidental. On regarde l'Occident depuis l'Orient, pour diverses raisons, et on se demande comment nous, en Orient, je me mets à leur place, eh bien, on doit pouvoir gérer une évolution et si un jour on arrivera à un modèle qui ressemble au modèle occidental. S'il faut l'importer directement ou si au contraire, il faut en avoir un endogène. Donc là, c'était vraiment pour essayer de resituer la notion de sécularisation. Mais il y a une autre donnée qui, elle aussi, est théorique et qu'il faut, il me semble, absolument prendre en considération et qui est strictement coextensive au phénomène de sécularisation, c'est la notion de modernité. La notion de modernité est extrêmement importante. La modernité, au départ, c'est un mot inventé. Je crois que c'est dans le dernier livre des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Ensuite, ça a été un petit peu théorisé par Baudelaire, dans ses critiques et pas dans ses œuvres à strictement parler. Mais quand on voit le début de pensée beaucoup plus scientifique sur la notion de modernité, eh bien la modernité, c'est le fait d'avoir reconstitué, sans le savoir, une structure mentale religieuse, mais à l'échelle du monde. En d'autres termes, les émergences idéologiques sont le ressort et les rouages même de la modernité. C'est en fait ce qu'on appelle, pour Raymond Aron, la religion politique, ou pour Marcel Gauchet, la religion séculière. Quand on a par exemple des structures, pour ne prendre qu'un exemple communiste, c'est exactement la même structure qu'une structure religieuse, avec un début de l'humanité, une fin de l'humanité, un bonheur collectif, une vérité absolue et l'exclusion de tous ceux qui n'en relèvent pas.
L'Iran fait figure de laboratoire du Moyen-Orient, pour reprendre les propos de Bernard Hourcade. J'aime bien cette formulation, parce que l'Iran est certainement le premier pays de la région à être rentré dans cette modernité en ayant construit un régime à teneur idéologique. Sauf qu'à cette grande différence, au lieu d'exclure la religion, cette religion a été idéologisée. La religion, c'est le chiisme. Le chiisme, au départ traditionnel, a ceci de particulier par rapport au sunnisme, qu'il est censé faire une différence structurelle entre la politique et la religion. Je m'explique. La différence entre le chiisme et le sunnisme est structurellement politique parce que c'est sur une question de direction de la communauté des musulmans, l'Oumma, qu'on voit se séparer les sunnites, extrêmement majoritaires, et les chiites. Je vous rappelle que certains auraient entendu le prophète sur son lit de mort donner la direction de la communauté à son gendre et neveu Ali. C'est pour ça qu'on appelle aussi les chiites, on les appelle les alites aussi, c'est-à-dire ceux qui se revendiquent d'Ali. Et la branche la plus nombreuse des chiites, ce sont les duodécimains. C'est la religion d'État en Iran. Les duodécimains parce que suite donc au prophète, il y a eu 12 imams qui ont prolongé le discours du prophète de façon ésotérique. Le message du prophète est exotérique, tandis que les imams l'ont prolongé de façon ésotérique. Petite parenthèse, petite différence, l'imam dans le sunnisme et dans le chiisme, ça n'a rien à voir. L'imam dans le sunnisme, c'est celui qui dirige la prière. Celui qui connaît le Coran par cœur est imam. Tandis que dans le chiisme, les imams, il y en a 12, ce sont les très purs qui ont continué le message du prophète. Le corps clérical, à sa base, il y a le mollah, ce n'est pas l'imam. Donc pourquoi est-ce que... Alors non, excusez-moi, je n'ai pas terminé cette histoire de séparation entre la politique structurellement dans le chiisme. C'est-à-dire qu'effectivement, on a suivi 12 imams. Et dans le finalisme chiite, en fait, le 12e n'est pas mort, mais a disparu. C'est l'imam Zaman, l'imam du temps, l'imam Mahdi. Il a disparu et normalement, dans l'attente de son retour, à la fin des temps, eh bien, la posture traditionnellement admissible du fidèle, c'est l'attentisme. Ce n'est pas l'immixtion en politique. Donc, la République islamique est à cet égard un très grand paradoxe. Mais il n'est pas si compliqué de comprendre comment cette République islamique a malgré tout pu émerger. C'est parce qu'il y a dans les lectures du chiisme, je sais que c'est un peu technique, mais vous allez voir, tout va se... Vous avez deux postures. Une posture dite arbali, qui est en fait littéraliste, et une lecture dite usuli, qui est jurisprudentielle, et donc qui pense le recours au texte par la raison, et qui pense à la structuration via les textes de positionnement, y compris politique. En d'autres termes, le khomeïnisme, qui a installé le chiisme institutionnel en 1979 en Iran, est un modèle parachevé d'usulisme. Je m'arrête avec les termes techniques. Ça va? On va rentrer dans des choses maintenant un petit peu plus concrètes. Donc, pourquoi est-ce que le chiisme a fait cette expérience en tout premier lieu? Alors, il y a évidemment des questions qui sont extrêmement structurelles. Vous avez, de façon théologique, à l'intérieur du chiisme, beaucoup plus d'outils pour créer une lecture politique que dans le sunnisme, même si on sait que ça fonctionne très bien. Il y a énormément de groupes sunnites qui s'idéologisent et qui ont des lectures politiques. Mais vous avez donc un concept qui s'appelle l'effort de réflexion. L'effort de... oui, c'est l'effort de réflexion, on peut dire ça, c'est l'ijtihad dans la théologie chiite. Donc vous avez déjà ce point de vue. Alors, pour ne pas rester que sur quelque chose de théologique, il faut aussi envisager un certain nombre d'éléments, notamment le concours de l'occidentalisation, qui est extrêmement prégnante dans la formation des idéologies révolutionnaires et post-révolutionnaires en Iran.
Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Shah était extrêmement progressiste et était une sorte de cheval de Troie dans l'esprit de beaucoup d'Iraniens de l'époque de l'Occident. C'est-à-dire on intégrait ce qu'on appelle par exemple la Madrasa-e Jadid, l'école nouvelle, un nouveau modèle scolaire calqué sur les modèles anglais, belges, et qui faisait concurrence en fait aux écoles coraniques traditionnelles. Vous aviez l'intégration de toute la culture occidentale, américaine ou autre, et puis surtout vous aviez l'ouverture de l'université et les premiers étudiants qui étaient envoyés à l'étranger pour justement revenir avec des nouveaux structurants mentaux hérités des sciences sociales et des sciences humaines. Donc tout ça a concouru à la construction en fait d'idées et de théories et de doctrines qui ont poussé d'une part, ce sont deux choses très différentes, à la révolution et d'autre part à l'instauration du régime tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'essaye de ne pas être trop dans des petits détails techniques, hein, c'est pour ça que je me censure beaucoup, mais revenons sur le Velayat Sefari. Le Velayat Sefari, c'est la base du régime de la République islamique. C'est une idéologie, hein, je vous l'ai dit, on rentre dans la modernité en Iran avant beaucoup d'autres pays pour cette raison-là. Pourquoi s'agit-il d'une idéologie différente? Pourquoi s'agit-il d'une idéologie moderne alors qu'elle se revendique de la religion traditionnelle? Le Velayat Sefari, ça veut dire la tutelle du juriste théologien. En fait, c'est le fait de dire que le guide suprême est en définitive le chef à la fois du politique et du religieux. Ça se justifie très bien étant donné que dans l'islam chiite, le pendant juridique, ça fait partie de la religion. Donc par extension, la politique peut être englobée dans cette sphère-là. À partir de ce moment-là, on voit énormément d'inversements de valeurs dans le cadre de la société. D'abord, petit détail, quelque chose qui a l'air de relever du détail mais qui n'en est pas. Khomeini, on l'a appelé Imam Khomeini. Son titre dans la Constitution, c'est Rahbar, c'est le guide. C'était un grand ayatollah, mais on lui a donné le titre honorifique des imams, alors que normalement, l'imam, je vous ai dit, il n'y en a que 12. Donc c'était quelque chose d'extrêmement lié à la teneur idéologique qui nécessite une sacralisation du leader, comme dans toutes les autres idéologies. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a observé un certain nombre de données dans l'instauration de la République islamique qui détournent un certain nombre d'éléments et de piliers coextensifs à la religion traditionnelle. Et je pense notamment à quelque chose qui est proprement chiite, mais qui a réussi à passer chez les sunnites, c'est le martyr. On a deux types de martyrs dans la religion musulmane en règle générale, et ensuite dans l'histoire chiite, ça prend d'autres contours. Vous avez le martyr de Hamza et le martyr de Hossein. Le martyr de Hamza, c'est un martyr de la mort comme donnée de l'énoncé. C'est-à-dire, dans l'histoire, on raconte que Hamza était un grand combattant. Il s'adonnait au djihad, c'est-à-dire à la guerre sainte. Il allait de village en village et remportait beaucoup de batailles. Et un jour, il tue l'époux d'une femme beaucoup moins passive que les autres, Hind, qui demande au meilleur archer du coin d'assassiner Hamza dans le prochain village. Ce qu'il fait. Quand Hamza meurt, on raconte que Hind lui ouvre la poitrine pour en dévorer le foie. Petite parenthèse encore, c'est une image qui a traumatisé la communauté internationale quand on a vu des rebelles modérés en Syrie faire la même chose sur des soldats de Bachar el-Assad, si vous vous souvenez de ces images. C'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a vu l'opinion médiatique un petit peu adoucir et nuancer ses propos quand il s'agissait de valoriser ces valeureux guerriers. Bref. Donc, pour cette catégorie de martyrs-là, c'est le martyr, la mort est un hasard, c'est une donnée. On ne va pas au-devant d'elle, on ne la cherche pas. Mais si on la trouve, tant mieux, on aura le paradis. Ce n'est pas du tout ce qui est pratiqué aujourd'hui, tant dans le chiisme que dans le djihadisme sunnite. L'autre modèle est beaucoup plus intéressant
parce qu'il a été ensuite institutionnalisé et financé. C'est le martyr hosséinide. On raconte dans l'histoire côté chiite que Hossein a été convoqué par le calife Yazid et qu'il savait qu'il allait mourir s'il se rendait à cette convocation pour deux raisons. D'abord parce que dans le chiisme, l'imam est infaillible. Il a la science infuse. Il a du divin en lui. Il n'est pas un simple homme. Donc il sait tout. Il sait donc son avenir aussi. Donc il savait qu'il allait mourir. Et la deuxième raison, c'est quelque chose de beaucoup plus pratique, c'est qu'il avait 72 hommes avec lui et que les armées de Yazid en comptaient des milliers. Un soir, il demande à ses guerriers qui veut bien, dans ces conditions, sans rien leur cacher, se rendre à cette convocation, et les 72 hommes sont massacrés. Donc la mort est une signature. C'est une mort signature de l'injuste contre le juste. C'est certainement l'imam le plus important dans le schisme duodécimain. Les trois les plus importants, c'est bien évidemment celui qui ouvre le bal, entre guillemets, avec Ali, celui qui le clôt pour toute la dimension finaliste que ça peut avoir, mais avant et surtout, c'est le troisième, Hossein, pour cette raison-là. On le célèbre tous les ans lors de la Ashura, de façon très doloriste, même si ça a été interdit pendant la guerre Iran-Irak, parce qu'il fallait conserver ce sang pour l'envoyer à des fins beaucoup plus pratiques. Mais voilà, le martyr hosséinide a été clairement institutionnalisé de façon moderne pendant la guerre Iran-Irak. On raconte que, et c'est une histoire vraie, hein, il n'y a rien qui relève de la légende là-dedans, un jeune garçon du nom de Hossein Fahmideh, pendant la guerre et devant le déséquilibre des forces, l'armée irakienne étant beaucoup mieux équipée, aurait dégoupillé une grenade et se serait mis sous un tank irakien. La sidération a ensuite pris les deux armées et l'Iran a compris qu'il pouvait combler le déséquilibre en institutionnalisant une arme nouvelle, le martyr. C'est là qu'on voit apparaître ce que des sociologues comme Farhad Khosrow-Khavar appellent la martyropathie, c'est-à-dire une pathologie du martyr qui vise finalement plus des fins à la fois désespérées mais à teneur socio-économique que des fins relevant de la foi. C'est-à-dire que dans le cadre de ces institutionnalisations, il y a eu la création de fonds de financement des familles de martyrs et surtout un renversement de la hiérarchie sociale. Il y a toujours des éléments qui fondent une hiérarchie sociale. Ce peut être l'argent ou le diplôme. Eh bien, dans les heures de la République islamique, très vite, il s'agissait du fait d'appartenir ou pas à une famille de martyrs. Sans parler des John Bosons, c'est-à-dire ceux qui ont joué avec leur vie, c'est-à-dire les mutilés de guerre. Clairement, c'est un modèle chiite au départ qui a très bien fonctionné ensuite chez les sunnites, sans le dire évidemment. Aujourd'hui, pour faire un petit saut dans le temps, on est par exemple dans une revivification des modèles martyropathes antagonistes, c'est-à-dire que tous les deux recourent à un martyr hosséinide, qu'on soit chez les djihadistes sunnites ou qu'on soit chez les chiites, mais avec cette différence de taille qui s'appelle le takfirisme. C'est-à-dire que le takfirisme, c'est le caractère, c'est le fait d'excommunier, de sortir de l'islam tout ce qui ne relève pas de sa lecture. Par exemple, Daesh est takfiri. Si vous êtes musulman mais que vous ne souscrivez pas à cette lecture, vous êtes un mécréant du point de vue de Daesh. Tandis que dans le cadre, par exemple, du conflit syrien, l'Iran a voulu devenir le sorte de protecteur de tous les abrahamismes. Et en faisant revivre, en fait, le martyr, pour que le martyr chiite devienne le protecteur de tous les lieux de culte chrétiens, juifs, musulmans. C'est pour cette raison, par exemple, qu'on a vu émerger des brigades comme la brigade Babylone, qui est une brigade de chrétiens, et qui, au nom de Jésus, meurt pour l'Iran. Tous les ans, en Iran, par exemple, le guide fait le tour des familles de chrétiens ou de juifs qui sont morts pendant la guerre Iran-Irak au nom de la République islamique. Et donc, du coup, il y a une sorte d'insistance sur ce caractère de défense des lieux de culte abrahamiques contre un Daesh destructeur de toutes les autres religions, et non seulement des autres religions, mais y compris des lectures qui ne relèvent pas de cette idéologie-là. C'était une parenthèse un peu longue. J'essaye de revenir à où j'en étais. Donc, pourquoi l'Iran ? On a vu qu'il y avait des ressorts théologiques, on a vu qu'il y avait aussi des questions
occidentale, mais si on remonte un petit peu plus dans l'histoire, un peu plus loin, avant la Révolution, on voit déjà qu'il y a eu une autre révolution, avant celle de 1979, qui a permis un éclairage très particulier du lien de l'Iran avec l'Occident et la sécularisation. C'est la révolution constitutionnaliste. On dit constitutionnelle souvent, mais ce n'est pas forcément la meilleure des traductions. C'est la révolution de 1906. Au cours de cette révolution, on voit que la population réclame un certain nombre de notions qui sont pour le coup occidentales, la notion de constitution par exemple, la notion de cadre pour contenir le caractère illimité d'un pouvoir, mais aussi pour éviter justement de trop grandes ingérences des puissances occidentales au sein du pays. Paradoxalement, la révolution de 1906 est aussi le lieu où on voit arriver les premières revendications de religieux. Je pense à Fazlollah Nouri, qui a voulu faire en sorte que le clergé ait son mot à dire dans les prises de décision politiques. Suite à ça, on voit aussi que les échanges avec l'international a une conséquence particulière. Alors là, c'est une donnée beaucoup plus sociologique. C'est qu'en temps normal, l'ancien régime fonctionnait par classes qui étaient extrêmement divisées. D'abord, il y avait le Shah, ensuite les familles du Shah, ensuite les chefs de tribu, ensuite les familles des chefs de tribu, ensuite les militaires haut gradés, et la toute dernière, c'était les commerçants. Sauf qu'avec les échanges internationaux, la classe des commerçants a énormément grandi et a énormément pris de pouvoir et a commencé finalement à se rendre compte que le système social dans lequel elle était engoncée ne pouvait plus les contenir. Donc il y a aussi des interactions et des interpénétrations qui ont été une donnée dont on ne peut pas faire l'économie dans le processus révolutionnaire. J'ai fait tomber le micro, c'est pas grave. Dans le processus révolutionnaire. Au-delà de ça, et on va revenir justement à ces départs en Occident, comme je vous l'ai dit, il y a aussi une ouverture de l'enseignement, l'éducation, les sciences avec l'Occident. Et c'est notamment dans ces cadres-là qu'on s'est rendu compte que plusieurs grands penseurs ont mis en perspective une question qui ne s'était jamais posée auparavant, c'est « return to which self ?» Retour à quelle identité ? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut intégrer la donnée occidentale dans l'identité iranienne ou pas ? En quoi consiste-t-elle, cette identité ? C'est un point fondamental, tellement fondamental qu'il y a eu un concept qui a été inventé, élaboré par un penseur qui s'appelle Jalal al-Ahmad. C'est le concept de qalb zadegi, qui se traduirait en anglais par Westoxication ou en français par occidentalite. Il est à la mode, il est en rupture de stock en français ici, mais c'est le fait d'envisager finalement la culture occidentale comme quelque chose de toxique, qui rabaisse la culture iranienne à une culture, à un niveau de culture inférieur en fait, tout simplement. Sauf que ce qui est intéressant d'observer encore, c'est que les moyens avec lesquels on s'adonne à cette critique sont occidentaux, c'est-à-dire qu'on recourt à des sciences nouvelles qui sont les sciences humaines dont on a pris connaissance en se rendant en Occident. Plus encore, je vois où j'en suis, plus encore, quand on se rapproche un petit peu plus de la décennie de la Révolution, il y a un autre penseur qui est tout à fait incontournable, qui s'appelle Ali Shariati, qui a écrit en fait les contours idéologique d'un chiisme rouge. Alors Ali Shariati, c'était le penseur de la révolution, pas du tout de la République islamique, de la révolution. Pour lui, le chiisme ne pouvait avoir d'existence effective que dans la mouvance révolutionnaire, dans la revendication incessante contre l'oppression. C'est là qu'on vous voyez déjà les premières véritables systématisations idéologiques du chiisme. Et pourquoi le chiisme, du coup ? Eh bien, dans le cadre de cette course à la reconstitution d'une identité. L'Iran entre dans la modernité en se sécularisant, sauf que pour se distinguer de l'Occident, il faut prendre appui sur un élément culturel qui n'est pas occidental, et c'est l'islam. C'est une des raisons pour lesquelles l'idéologie qui
épouse parfaitement les contours de toutes les autres idéologies, même athées, même si on prend le communisme. C'est-à-dire qu'il y a une fin absolue, il y a une finalité de l'humanité, il y a un bonheur collectif qui est inscrit. Il y a tout, ça suit parfaitement les contours, mais ça prend pour base, et de façon extrêmement paradoxale, la religion, parce qu'il s'agit au départ d'un élément qui n'est justement pas occidental. Alors, ces courants-là, ça s'appelle le courant des Lumières, les Roshanfekr, le courant de la pensée des Lumières. Et c'est là maintenant que je vais prendre, du coup, il me reste un quart d'heure, c'est bien ça, pour parler encore un petit peu, à peu près. Je vais prendre donc mon dernier quart d'heure, oui, ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses. Un dernier quart d'heure, c'est bien, c'est filmé. Un dernier quart d'heure pour expliquer, du coup, quels sont les 3 types de sécularisation. Et il en est un qui ne concerne du coup que l'Iran. Ça va me permettre de faire des ponts avec l'actualité, justement. Donc, comme je vous l'expliquais au tout début, la sécularisation telle que nous l'envisageons, c'est une séparation stricte entre le politique et le religieux. Voilà pour la première des définitions. Il en est une deuxième qui est beaucoup plus littéraliste et qui consiste à dire que sécularisation vient du mot siècle. Donc c'est l'inscription en ce bas monde de tout ce que la religion promet au-delà du monde. C'est l'application littérale religieuse en politique. Ça, c'est le deuxième type de sécularisation. L'anglais a un mot qui est malheureusement très difficile à traduire en français, mais qui s'applique très bien à cela. C'est le fait de rendre this worldly tout ce qui est inhérent à la religion au départ. Par exemple, le paradis promis aux martyrs devient terrestre avec l'institution des boniodes, c'est-à-dire des fonds qui permettent d'avoir accès à cette abondance ou du moins de préserver les membres d'une famille de martyrs du manque, et ainsi de suite. C'est l'application littérale en ce siècle. En d'autres termes, c'est la théocratie. C'est paradoxal, mais c'est un processus d'application. Et ce qui est intéressant, c'est que le troisième type de sécularisation est en fait une continuité toute naturelle de ce deuxième type de sécularisation. Le troisième type de sécularisation, je vais l'expliquer de façon un peu technique, et puis après, je vais vous expliquer comment certains auteurs en fait l'ont envisagé. Je pense notamment à Abdolkarim Soroush. Le troisième type de sécularisation, c'est ce que j'aime appeler la sécularisation endogène. C'est le fait de partir d'un socle propre au chiisme pour aboutir à cette désacralisation des normes religieuses et à les investir en politique. On a vu donc que dans le deuxième type de sécularisation, on rend tout terrestre, on rend tout séculier, c'est-à-dire qu'on applique stricto sensu tout ce que la religion développe. Sauf que quand vous êtes vraiment dans l'action, quand vous êtes dans des situations concrètes, quand vous devez à chaque fois donner une réponse religieuse à une question particulière qui prend tous les contours de la particularité de la réalité, au début, ça peut marcher. Pendant une décennie, ça a marché. De 79 à 89, on allait jusqu'à s'occuper de la destinée des individus, au cas par cas. C'est-à-dire qu'on vous venez vous arrêter, vous, parce que vous outrepassiez une règle religieuse et que vous entraviez le salut de l'humanité. Depuis 89, les choses se distendent progressivement, et si aujourd'hui on voit des grandes arrestations, c'est pour 2 raisons. D'abord, il y a une raison personnelle qui n'a rien à voir avec l'outrepassement de la règle, c'est tout à fait possible. Et la deuxième raison, c'est les déferlantes qui font perdre la face au régime. Si vous vous amusez à vous filmer en dansant sur Happy de Pharrell Williams tout seul et que ce n'est pas diffusé, on ne va pas venir vous embêter. Par contre, si ça devient un phénomène social et que ça commence à faire le tour du monde sur les réseaux sociaux, le régime perd la face. Là, il faut procéder à des arrestations. On n'est plus dans une approche où le statut individuel a un impact sur le salut de l'humanité. On n'est plus là-dedans. Mais je reviens du coup, là c'était juste pour donner des exemples, mais je reviens du coup en fait à ce passage naturel de la deuxième sécularisation à la troisième. Vous pouvez effectivement, pour un temps, donner une réponse absolue
qui est totalement délirante parce qu'elle ne peut souvent pas s'appliquer à la particularité des cas. Mais vient un moment où, en fait, pour répondre au mieux à des exigences, à des intérêts particuliers, concrets de la réalité, vous devez vous mettre à réfléchir sur ces normes. Et quand vous vous mettez à réfléchir sur ces normes, eh bien souvent c'est des remises en question qui arrivent. Et quand il y a remise en question, il y a atteinte au dogme, il y a donc désacralisation. Et donc vous entrez dans un processus de sécularisation qui est un petit peu ce qu'on a pu observer en Occident à partir des racines chrétiennes, sauf que là c'est à partir des racines chiites. Donc c'est une sécularisation endogène qui n'est absolument pas un copier-coller, une importation directe d'un modèle occidental. Alors aujourd'hui, vous avez effectivement des groupes extrêmement différents de la pensée de la sécularisation dernière génération. Vous avez toujours ceux qui sont pour dire qu'il faut importer le modèle occidental et l'appliquer de gré ou de force à des contours sociaux et culturels différents tels que l'Iran. Bien sûr, il y en a. Vous avez aussi ceux qui sont bloqués au deuxième niveau de sécularisation, les durs, ceux qui sont dans une revendication pure et dure de la sacralité de la République islamique d'Iran, les conservateurs, les ultra-conservateurs. Et puis il y a ceux qui sont d'accord pour en fait confronter les normes islamiques chiites à des normes issues de la raison. Et cette confrontation est essentiellement désacralisante. Si vous faites se confronter des normes issues de la raison humaine, c'est le profane, avec des normes issues du dogme religieux qui est censé être le sacré, vous désacralisez, vous comparez, vous les mettez au même niveau. C'est ce qu'on appelle le Urfi Shodan, c'est-à-dire le fait de coutumiser la norme religieuse. Et c'est Abdol Karim Soujouch qui s'est énormément penché sur ces questions-là. Alors, cette troisième sécularisation, c'était celle, et c'est encore celle, qui est à l'œuvre en Iran, mais qui, on s'en est rendu compte, a été aussi atteinte par les problèmes internationaux, par les questions internationales. C'est-à-dire que quand on a un membre de la classe politique, comme l'actuel président, Hassan Rouhani, qui met tous ses œufs dans le même panier, c'était peut-être pas la meilleure des idées étant donné ce qui s'est passé avec les États-Unis, mais que le panier dans lequel il met ses œufs, c'est justement l'ouverture à l'international, le fait de finalement réadapter sa rhétorique de sorte à être entendu dans les négociations internationales. On est déjà dans la démonstration explicite de cette troisième type de sécularisation à l'œuvre. Alors évidemment, nous sommes aussi dans l'actualité de ce qu'on appelle les dissonances discursives, parce que c'est toujours la République islamique, ça n'a pas changé de régime, donc il faut toujours qu'il y ait le pape, entre guillemets, de la vitrine identitaire, à savoir le guide Khamenei, qui tienne un discours rhétorique identitaire extrêmement conservateur assez régulièrement contre cette classe politique nouvelle qui est plus dans les réalités des exigences diplomatiques et internationales. Je vous rappelle que l'Iran, quand même, est un pays qui a envoyé une lettre à Gorbatchev pour lui dire que c'est bien dommage qu'il ne se soit pas converti à l'islam. Donc ils étaient complètement en dehors des réalités diplomatiques et internationales. Là, on a deux classes politiques. Je vous donne juste un exemple pour illustrer. Quand il y a eu le double attentat à Téhéran de Daesh, il y a quelque temps, 1 an ou 2, les détenteurs de ce discours identitaire ont tout de suite eu un langage extrêmement rhétorique et violent pour viser l'Arabie saoudite. Ça c'est dans tous les esprits. Simplement, ils n'adoptaient pas un langage extrêmement fidèle à ce qu'on est censé adopter dans des cadres diplomatiques et internationaux. Et très rapidement après, on a eu des membres de la classe politique qui ont expliqué qu'il fallait attendre les revendications et qu'il y aurait une réaction proportionnelle à l'attaque qui a été faite. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une salve de missiles qui sont partis pour atteindre des installations matérielles à Deir ez-Zor. Et effectivement, on peut parler d'une proportionnalité en fait de la réponse. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que j'expliquais que... Je regarde si je ne vais pas trop loin, c'est bon. Pourquoi est-ce que j'expliquais que ça peut éventuellement être entravé, ce bon procédé de la sécularisation de troisième type par les données internationales? Eh bien parce que on voit donc depuis décembre dernier, il y a
protestations qui traversent le pays, qui s'essoufflent de temps en temps, qui se ravivent encore de temps en temps. Ces manifestations, au tout départ, on va faire un petit retour sur image, c'était l'opposition. Ce n'était pas au départ des revendications économiques, même si effectivement ça a été perdu des mains de l'opposition pour être récupéré par la population qui avait des revendications économiques. Au départ, c'est le fief de Machhad du candidat déçu des précédentes élections, Ebrahim Raïssi, qui a certainement, d'après énormément de commentateurs avisés, été à l'origine de ces manifestations. D'ailleurs, la clique Ahmadinejad a bien profité aussi pour renforcer en fait les mouvements de protestation. Et puis après, toute la population a commencé à avoir des revendications économiques. Et on a vu aussi se joindre à ces revendications des slogans qui, justement, relevaient beaucoup plus de la sécularisation du premier type. C'est-à-dire, en fait, une négation totale du religieux, parce que le mollah est une institution en Iran. Hein, nous sommes dans un régime des mollahs. Avec des revendications au niveau des mœurs, c'est-à-dire des revendications sociétales et non plus sociales, avec aussi ces fameux mouvements féministes où on enlève son voile le plus longtemps possible en public, on l'accroche à un bâton, avec cette petite nouveauté que j'ai trouvée très intéressante, avec des femmes voilées qui portaient ce voile aussi à ce bâton pour dire « je veux rester voilée parce que je suis pratiquante, mais je suis pour que mes sœurs qui ne le sont pas puissent ne pas le porter ». Donc quelque part, il y a une sorte d'écho fait aux manifestations de femmes sous le Shah, hein, parce que sous le Shah, il y avait aussi des manifestations de femmes qui ne pensaient pas devoir un jour porter le voile en faveur du port du voile pour leurs sœurs qui désiraient le porter. Donc il y a quand même un petit écho qui est fait à ça. Mais en fait, le fait de voir le retrait unilatéral des États-Unis mettre un terme aux aspirations de Hassan Rouhani d'ouvrir l'Iran à la communauté internationale, au commerce, de sortir de la suffocation économique, a eu donc deux très grandes répercussions. D'abord, le retour en force des discours conservateurs, disant « on vous l'avait bien dit, ils ne sont pas un interlocuteur fiable, c'est le grand Satan », et hop, retour à la vieille rhétorique. Et puis, au-delà de ça, une sorte de prise d'otage de la population entre les discours, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois pour une aspiration à plus de liberté de mœurs, à plus de liberté sociale et autres, donc c'est plus un discours modéré, qui relève du modéré, mais en même temps qui donne raison à une partie du discours des conservateurs qui refusent de voir les États-Unis comme un interlocuteur fiable. Et donc là, vous voyez réémerger une aspiration au sécularisme, à la sécularisation de premier type. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus la jeunesse aspirer à un mode de vie à l'occidental, peut-être plus qu'auparavant. Et quelque part, on voit ce processus sécularisation troisième type être mis en difficulté parce qu'incessamment critiqué par les conservateurs. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Du coup, je me suis pressée parce que j'avais préparé beaucoup plus de choses avec beaucoup plus d'anecdotes, mais comme je pensais que c'était 1h30, donc du coup, j'ai beaucoup plus résumé. J'espère que j'ai été assez claire. Si jamais, je suis ouverte à toutes vos questions et je vous remercie. Moi, j'ai eu un trou, je vous demande pardon. Est-ce que vous pouvez redire ce que vous appelez les 3 sécularisations et les distinguer? Oui. Alors, la sécularisation de premier type, c'est celle qu'on a observée en Occident, un long processus qui fait que la science surpasse la religion et que la science et donc la raison deviennent le nid de toute la construction de normes, c'est-à-dire les normes juridiques, politiques et autres. Et donc la religion, c'est quelque chose qui se garde à la maison. Ensuite, vous avez la sécularisation comme application stricte, c'est le modèle théocratique en fait, l'application stricte dans le siècle de ce que la religion permet comme vecteur dans l'au-delà du monde, avec par exemple le rabattement, le fait de réimmiscer en ce bas monde tout ce qui est censé être promis dans l'au-delà du monde, comme le bonheur paradisiaque. On en prépare une installation séculière par la constitution de fonds, par des aides, par des
des aides financières, tout simplement. Il y a une déstructuration de la hiérarchie sociale traditionnelle avec le religieux qui revient tout en haut, en fait, de cette nouvelle structure religieuse, et ainsi de suite. Et en fait, la troisième sécularisation, c'est une sécularisation endogène. C'est une sécularisation qui vise, comme pour ce qu'on a pu observer en Occident, à une désacralisation des normes religieuses, mais de façon endogène, c'est-à-dire à partir du chiisme, sans importer le modèle occidental. Merci. Est-ce que vous ne pensez pas que la notion de martyrologie dont vous nous avez parlé peut être un frein au modernisme ? Alors, malheureusement, c'est extrêmement moderne. C'est extrêmement moderne pour toutes les raisons qu'on a dites. En fait, en Occident, on n'est plus dans la modernité. Enfin, c'est soumis à débat. Hein. C'est-à-dire que beaucoup pensent qu'on est dans la postmodernité, avec un certain nombre de différences. C'est-à-dire que pour certains, la postmodernité, c'est le fait d'avoir accepté que les grandes idéologies, les absolus, la communauté de fin de l'humanité, c'est révolu. Et donc, on doit accepter que tout n'est voué qu'à être réformé, qu'il n'y a pas d'absolu. En fait, c'est le fait de ne plus adapter le monde à l'idéologie, mais d'adapter ses positions politiques au monde. Voilà, on doit se résigner à ça. Puis, il y en a d'autres qui pensent qu'en fait, la postmodernité, c'est le fait d'avoir compris les erreurs que nous avons faites dans la modernité, mais on cherche encore un absolu. Bon, bref, passons. Mais la martyropathie, c'est extrêmement moderne parce que finalement, on ne meurt pas pour Dieu, on meurt pour l'État. Mais on parle toujours de ceux qui sont morts, donc on n'avance pas. Alors, on parle toujours de ceux qui sont morts. Jeunes, par exemple, ça peut être un frein. Voilà, c'est vrai que c'est une idéologie qui est particulière, qui ne peut pas être comparée aux autres, où on pouvait donner sa vie pour défendre son idéologie dans le communisme ou dans d'autres choses. Là, on cherche la mort. Ce qu'explique Olivier Roy dans Le djihad et la mort, notamment, en fait, les attentats, dans le cadre d'attentats, les auteurs ont toujours programmé leur fuite. Ça fait 20 ans que dans le cadre du djihadisme, par exemple, donc là on est plus côté sunnite, on ne prépare pas sa fuite parce que la mort fait partie de l'opération. Mais alors, je ne sais pas si ça peut être un frein à l'avancée spécifiquement, mais éventuellement si on reste concentré sur l'Iran, comme je vous l'expliquais, il y a eu une résurrection en fait du phénomène de martyr, donc qui a battu son plein, si je puis m'exprimer ainsi, pendant la guerre Iran-Irak, et qu'on a reconvoqué pendant la guerre de Syrie, sauf que ce n'était pas des Iraniens qu'on envoyait. En fait, on a recréé le concept de martyr pour défendre justement des mausolées ou des lieux de culte. On faisait venir des Afghans en leur promettant la nationalité iranienne à leur famille. On a fait venir des gens de toute la région. Pourquoi ? Eh bien parce que les Iraniens ont fait l'expérience du don de soi moderne, sont passés à autre chose et les Iraniens ne veulent plus donner leur vie. L'image de Qasem Soleimani, c'est quand même très très particulier. C'est-à-dire qu'il peut être divinisé pour certains ou détesté pour d'autres, mais c'est plus du tout ce à quoi aspire la population pour en avoir fait l'expérience et ils n'y croient plus. Donc c'est plus les chiites de la région, mais sans qu'il ne s'agisse des Iraniens à strictement parler. Donc, je ne sais pas comment répondre à votre question, mais... Parce que, par exemple, dans certaines grandes avenues à Téhéran, on voit partout des photos de martyrs, donc ils sont présents tout le temps, donc la mort est présente en permanence. Oui, parce qu'en fait, on a aussi ce besoin de rester conforté en fait, dans la vitrine identitaire. C'est-à-dire que on était, là je pense que malheureusement avec ce qui se passe de JCPOA, les accords, le plan d'action conjoint sur le nucléaire, on est dans une pensée, une nécessité de repenser en fait l'avenir de l'Iran, mais on était dans une révolution à la chinoise en fait, où d'islamique il n'y aurait eu que le nom finalement. On était vraiment dans cette idée. C'est-à-dire pas dans les premiers temps. On a pu observer par exemple qu'en 2015, quand les accords ont été signés, il y a eu un durcissement de la police des mœurs. Pourquoi ? Justement pour dire attention, on reste en République islamique. C'est pas parce qu'on va s'ouvrir qu'on quitte la République islamique. Donc c'était une réaction. Mais après, ça s'est effectivement calmé. Alors, c'était pas une démocratie peace and love, loin de là, hein, mais ça s'est bien calmé et je pense qu'on aurait pu aboutir à un assouplissement et à une évolution dans ce sens-là. Maintenant, il y a effectivement
un retour des conservateurs en force. Et je pense que toutes ces conservations, le portrait des martyrs, ça fait partie de la vitrine identitaire. C'est bien pour confirmer à la population que même si les choses devaient avoir tendance à changer et à évoluer, c'est toujours le même régime. La question n'est pas pour vous, c'est pour madame. Vous Je savez, quand vous promenez dans les rues de Paris ou d'autres villes, vous avez des plaques ici, monsieur tel est tombé sous les balles des nazis, telle date. Ici, c'est monsieur tel ou madame tel. Vous savez, c'est pas aussi prégnant qu'on la oui, c'est on rappelle, oui, c'est tout. Oui. C'est une plaque sur un mur, et là, en Iran, il y a en permanence ces énormes portraits là qui se... Oui, mais pour l'Iran, il ne faut pas oublier que l'agression dans l'Iran, le massacre dans l'Iran a été victime sous Saddam Hussein. Il est encore vivant, c'est la fine fleur de la jeunesse et des enfants iraniens ont péri, c'est encore chaud. Est-ce que je peux rebondir juste là-dessus? Alors effectivement, c'est vrai, la sanctuarisation du territoire, l'idée de sanctuarisation du territoire est vraiment née avec la guerre Iran-Irak. Le nucléaire, c'était sous le Shah que ça avait commencé. Khomeini, quand il est arrivé, il a dit c'est un truc d'occidental, on n'en veut pas du nucléaire. Et puis il y a eu les attaques chimiques. Il y a eu les explosions et les attaques chimiques. Et là, c'est à ce moment-là que le nucléaire est revenu sur la table. Effectivement, encore aujourd'hui, quand vous parlez à des Iraniens qui ont mon âge, quand il y a quelque chose qui tombe un petit peu trop fort près d'eux, tout de suite, ça leur rappelle cela. C'est un pays qui pense avec l'expérience récente de la guerre. Je vous donne juste un exemple. J'étais à un colloque récemment. Et en fait, il s'agissait de se poser la question de la politique extérieure et régionale de l'Iran. Ce qui aura fait que Trump aura renversé la table, parce que ce qui le dérange dans ce very bad deal, ce n'est pas du tout que ça concerne que le nucléaire, mais que cela ne concerne que le nucléaire. Et que ça ne concerne pas justement le fait de cantonner en fait, la politique extérieure de l'Iran à l'Iran. En fait, c'est une volonté de ne pas voir l'Iran diffuser trop sa puissance et devenir finalement le grand protecteur chiite de la région et donc encore une fois d'accroître sa puissance. Dans ce cadre-là, quand nous étions en train de discuter, du côté iranien, on expliquait que là où l'occidental voyait une volonté d'étendre sa puissance, alors bien évidemment, il y a toujours des très grands profiteurs de toutes ces espèces de politiques, avec le développement de mafia, tout ce que vous souhaitez. Mais dans la tête de beaucoup de membres de la classe politique et autres, vous avez cette idée qu'on est dans une logique de guerre récente, où en fait, on est encerclé d'ennemis, et où il faut penser avec cette idée. Donc peut-être y a-t-il un lien avec le caractère extrêmement récent de tout cela. Bonsoir. Je voudrais juste répondre à cette idée de martyr pour dire qu'il y a une notion religieuse, certes musulmane, enfin islamique du martyr, mais que l'idée de martyr, notamment en Iran pour la guerre Iran-Irak, elle est beaucoup plus due à la nécessité de la guerre, comme on l'a vu aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les Japonais à Pearl Harbor. On l'avait vu aussi avec toute la propagande allemande qui disait que nous étions en train de gagner la guerre en 1944 alors qu'ils étaient en train de la perdre. On a vu ces choses-là partout. Ça a même été théorisé par Karl von Clausewitz il y a très longtemps, dans de la guerre, où il avait expliqué qu'une armée avait sa puissance physique, mais qu'elle pouvait compenser avec sa puissance morale, enfin avec sa volonté quelque part. Donc quand on dit à quelqu'un que s'il meurt, il gagne, il a beaucoup plus la rage au combat que quelqu'un qui part déjà perdant. Enfin, c'est quelque chose qui a été, on va dire, institutionnalisé pour pouvoir permettre à une armée en infériorité numérique et matérielle de compenser cette infériorité. Néanmoins, la notion de martyr a toujours cet aspect religieux parce qu'en dehors de l'aspect, on va dire, vu d'en haut du politique de cette histoire de martyr, il faut aussi comprendre que le citoyen en lui-même, il perd sa vie, il gagne pas la guerre à la fin, puisqu'il est mort. Mais quelque part, l'être humain dans sa quête du bonheur, quand il en est dépourvu ici-bas, on avait parlé de sécularisation qui a ramené le bonheur sur Terre, c'est cette idée-là en fait qui a été utilisée. En Europe, quand les Lumières ont, on va dire, enlevé le côté religieux de la société occidentale, enfin,
c'est à ce moment-là que les socialistes et les communistes ont commencé à prendre de l'ampleur, dans le sens où, étant donné qu'ils ont été usurpés du bonheur de l'au-delà, ils avaient besoin d'une quête de bonheur terrestre. C'était juste pour rebondir sur ça. Oui, non, bien sûr, je comprends. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir en permanence sous les yeux cet aspect de martyrs donc, qui sont morts, l'Iran a quand même une population jeune, et ça peut être un exemple qui n'est pas très porteur pour aller en avant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, éventuellement, ce qui peut être intéressant d'observer, c'est que dans une vraie révolution, une révolution, c'est le changement de la structure du système, c'est le changement de la hiérarchie sociale, c'est vraiment du changement en profondeur. Et ces changements en profondeur s'accompagnent d'une purge. C'est-à-dire qu'en fait, on purge le pays de l'ordre ancien. Dans le cadre de cette purge, on avait même observé des cas de volonté d'éradiquer en fait le passé pré-islamique, puisque ce qui devait s'installer devait être justement islamique, avec la fameuse affaire de Persépolis où en fait apparemment l'imam Pander Khalkholi avait voulu raser Persépolis et ainsi de suite. On était vraiment dans cette perspective-là. Aujourd'hui, on n'est plus totalement dans cette perspective-là, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'acceptation, et c'est ce qui rend les sunnites malades d'ailleurs, dans cette acceptation de l'Iran pré-islamique, mais toujours avec cette devanture identitaire islamique. Pourquoi est-ce que je dis que ça rend les sunnites malades? Parce que vous avez un concept qui est vraiment fondamental dans l'islam et plus encore dans les idéologies islamistes, c'est le concept de jahiliya. C'est-à-dire que c'est le passé pré-islamique d'une civilisation, mais aussi d'une personne. Et quand, par exemple, vous avez un gamin qu'on vient recruter pour partir en Syrie, on lui explique que par sa conversion, il va effacer son ardoise, c'est-à-dire sa jahiliya, c'est-à-dire le moment où il avait été mécréant, s'il avait eu un passé d'alcoolique, de drogué ou autre, tout ça est effacé. Et la certitude du paradis, c'est avec la mort en martyr. Mais passons là-dessus. Les Iraniens sont dans une acceptation de leur passé pré-islamique. Et c'est haram dans le monde sunnite, dans certaines lectures du monde sunnite. Ça les rend malades, cette histoire. Juste répondre à ce que vous venez de dire par rapport à la lecture sunnite de la jahiliya. Certaines. Oui, certaines, tout à fait. Je pense que c'est aussi une vision assez moderne parce que dans les débuts de l'islam, enfin on va dire autour du XIe siècle ou du XIIe siècle, avec la conquête du Maghreb, etc., il y avait eu beaucoup de lectures islamiques sunnites. Enfin, le chiisme est déjà de base quelque chose de réactionnaire, avec l'usurpation du trône d'Ali par Abu Bakr. Et néanmoins, il y a eu beaucoup de courants, notamment des coranistes, qui existent encore et qui sont chassés en Algérie, par exemple, ou les kharijites, les ibadites, etc., qui ont des lectures, on va dire, assez terre-à-terre du religieux, et qui acceptent quelque part le passé, on va dire, de leur propre communauté. Néanmoins, cette vision plus proche du salaf, d'où le salafisme, est assez moderne actuellement, même que ce soit au Moyen-Orient ou au Maghreb, dans le sens où les gens ne veulent plus de cette jahiliya. D'ailleurs, au Maghreb, beaucoup essayent d'expliquer que l'invasion arabo-musulmane était une invasion bienveillante, quelque part. Donc je voulais juste avoir votre avis sur le fait de cette lecture assez moderne ou pas. Alors, pour ce qui compte le salafisme en général, en fait, le salafisme, c'est un isme. Il y a 3 types de ismes en règle générale. Vous avez les ismes comportementaux, professionnalisme, altruisme, les ismes d'école, l'impressionnisme, et vous avez les ismes idéologiques. Tous les ismes sont des idéologies, donc tous les ismes sont modernes à partir du moment où il s'agit en fait d'une grille de lecture du monde. Le salafisme me paraît extrêmement moderne. Évidemment, comme ça se base sur les 3 premières générations de l'islam, on veut faire croire que ça n'est pas moderne. Or, ça l'est. Et quand même au départ, on veut faire remonter à Al-Rabrani, par exemple, le salafisme, il ne s'agissait pas du salafisme tel qu'on l'observe aujourd'hui, puisque c'était quelque chose qui était là pour justement faire reculer les Ottomans et qui était contextualisé. Le salafisme actuel, il est dans une perspective mondialisée. Il n'admet pas de frontières. Voilà. Donc, oui, il me semble qu'effectivement, c'est tout à fait moderne. Il y a absolument rien de passéiste ou de retour en arrière dans le salafisme. C'est une idéologie qui a une lecture du monde, comme il y en a tant d'autres. Madame, je rebondis sur le salafisme.
quel moment cette notion de salafisme a été créée par Jamal Afghani au départ, à l'époque de Renaud? Parce que le salafisme, c'est cette référence de cette période rose, c'est complètement faux. C'était la période sanguinolente. On s'entretuait à merveille jusqu'à l'assassinat de Ali, je crois, en 665, c'est les souvenirs souvent. Tout ça, c'est de l'histoire controuvée, comme on dit, c'est une histoire fabriquée en toutes pièces. Oui, c'est de l'idéalisation. Cette référence à salafisme est dingue. On a fabriqué quelque chose qui n'existe pas historiquement, et surtout qui se réfère à une période de guerre civile horrible. Donc, juste pour resituer, donc le salafisme, c'est une volonté de prendre pour référence les 3 premières générations de l'islam, celles des compagnons du prophète, puis des contemporains des compagnons du prophète, puis des contemporains du compagnon, donc 3 premières générations. Et effectivement, ces références sont de 3 ordres. C'est un ordre territorial, c'est-à-dire qu'on aspire à recouvrer l'ensemble territorial que l'islam, l'Oumma, avait à cette époque. Ensuite, c'est les références morales, c'est-à-dire qu'il faut avoir les mêmes principes moraux que ces 3 premières générations. Et enfin, c'est les références comportementales, et c'est pour cette raison que le salafisme contemporain est orthopraxique. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans le fait d'observer ces gestes, les millimètres à gauche du tapis, plutôt que le message à proprement parler. Et effectivement, si on fait remonter comme beaucoup de penseurs, mais c'est de plus en plus décrié, et je peux tout à fait comprendre pourquoi, le salafisme à Al-Afghani, par exemple, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on observe aujourd'hui pour les raisons qui viennent d'être dites, c'est-à-dire que c'était un investissement d'un modèle érigé en arme politique dans un cas particulier. Et si je peux m'amuser, si vous le permettez, à faire une comparaison, ça prend un peu les contours de l'évolution du djihadisme depuis ses premières heures modernes. Regardez, les premiers groupes djihadistes étaient nationalistes. D'ailleurs, souvent, il y avait le nom du pays à défendre dans le nom du groupe djihadiste. Par exemple, les premiers djihadistes tchétchènes, ils s'occupaient que de leur cas en Tchétchénie. C'est vraiment, alors, en Occident, c'est plus avec la guerre de Bosnie qu'on a vu émerger en fait cette appétence à avoir des visées mondiales. C'est-à-dire que quand la brigade al-Moudjahidine s'est développée pour aider l'armée pendant la guerre de Bosnie, très très vite, l'armée régulière s'est rendue compte que la libération n'était pas leur seule perspective, mais qu'ils voulaient imposer la charia partout et étendre de plus en plus, et éventuellement l'idée de reconstitution d'un califat commençait à se faire jour dans ces esprits. Quand vous prenez des témoignages, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait une vingtaine de personnes qui sont parties de France pour rejoindre les djihadistes sur le terrain bosniaque. 80 sont partis en tout, 20 pour rejoindre les djihadistes. Le reste, c'était des gens d'extrême droite qui sont allés plutôt rejoindre la partie adverse. Mais donc c'était quand même très restreint. Ils sont encore là. J'ai pu recueillir pas mal de témoignages. Et effectivement, ça ne se disait pas parce que, alors c'est à ce moment-là que l'idée de taria, dont on entend de plus en plus parler, avait commencé. Mais c'était pas une taria comportementale, c'était une taria de perspective. La taria, c'est l'occultation, c'est le fait de cacher son appartenance à ce groupe extrémiste pour pouvoir plus facilement voir aboutir ses manœuvres. Donc, juste pour finir ma question, on est vraiment dans l'obscurité totale, parce qu'on parle de charia, alors que le shra ne s'est constitué que 2 siècles et demi, 3 siècles après la mort du prophète de l'islam. Quand ces califes, ou plutôt ces arabes, sont sortis de l'Arabie pour conquérir, il n'y avait pas encore d'islam. L'islam s'est construit sous les Omeyyades, notamment sous Abd al-Malik qui est mort en 705. On est en train de refaire l'histoire. Donc, je me réfère aux travaux de Madame Chapi, Jacqueline Chapi, aux travaux de François Desroches, surtout Chapi. À l'époque, avant la prise du pouvoir par les Omeyyades, on ne peut pas dire qu'il y a déjà l'islam. Le Coran était encore en gestation. Oui, d'ailleurs, c'est pourquoi la référence à l'islam des débuts,
c'est un contresens historique. Bonjour, merci. J'avais une petite question. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement dans le thème, mais est-ce que l'Iran pense, si on peut dire, si l'Iran est un seul bloc, est-ce que l'Iran pense l'autre autrement que par la religion ou exclusivement par ça? Pas du tout. Enfin, oui, non. Je sais pas si vous voyez Oui, j'ai très bien compris. Non, c'est une très bonne question. Oui et non. Effectivement, c'est pas un nom définitif. En fait, il y a effectivement la construction, l'élaboration d'une lecture sunnite chiite du monde, parce qu'effectivement, il y a des instances concurrentielles non sunnites. On pense notamment à l'Arabie Saoudite, même si la Turquie n'est pas en reste, surtout ces derniers temps. Mais pas que. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Iran veut investir le rôle du grand protecteur des chiites dans toute la région, voire même en dehors de la région. Par exemple, on sait que dans les Balkans, ils essaient de construire des discours qui pourraient faire en sorte que les Bektachis se sentent des citoyens de seconde zone en Albanie et au Kosovo, alors que l'Iran ne reconnaît pas le Kosovo. Donc c'est une sacrée preuve, c'est un sacré tour de force d'arriver à diffuser ces discours, de sorte à ce qu'ils se sentent redevables à l'Iran. J'ai une amie chercheuse justement qui traite les extrémismes religieux dans les Balkans, qui est justement allée voir le Baba, ça s'appelle le Baba, le chef du clergé Bektashi en Albanie, et quand elle a posé la question quel est le pays qui pourrait éventuellement le plus vous aider, c'était une façon détournée de dire qui vous finance, quoi. Iran. Voilà, c'est le nom de pays qui revient. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que quand vous regardez Liban, Syrie, Irak, l'Irak qui en plus est très important parce que l'Irak est considéré comme l'arrière-cour de l'Iran, hein, de la même façon que le Yémen est considéré comme l'arrière-cour de l'Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'ils font en sorte que l'Arabie Saoudite s'embourbe. Ils n'ont aucun intérêt à soutenir à ce petit niveau les Houthis. Bref. Mais vous pouvez aussi avoir, pour des raisons extrêmement pragmatiques, des préférences pour des pays qui n'ont pas la même tendance religieuse. Par exemple, dans les années 90, l'Iran a préféré avoir de meilleures relations avec l'Arménie chrétienne qu'avec l'Azerbaïdjan chiite. D'abord parce que c'est pas possible de faire en sorte que les Azéris, les Azerbaïdjanais se sentent citoyens de seconde zone. Ils sont à 90% chiites. Bon. Et puis en plus parce qu'il y avait des intérêts économiques et diplomatiques qui penchaient en faveur de l'Arménie chrétienne. Donc oui, il y a cette considération. Donc là, bien évidemment, on ne parle pas de façon culturelle, hein, on parle vraiment de façon diplomatique et stratégique, mais quand les intérêts pratiques l'exigent, l'Iran sait très bien mettre ses intérêts ailleurs. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu tout à l'heure passer le mot révolution à propos du mouvement actuel de la République islamiste. Donc je suis intéressé par l'approfondissement du terme, parce que la révolution, c'est un mouvement qui est typiquement occidental. Et nos modèles de révolution, c'est l'inénarrable révolution française, mais dans le sillage de la révolution américaine, puis de la révolution socialiste, puis de la révolution maoïste. Donc il y a un certain nombre de modèles de révolution qui sont typiquement occidentaux. Et comment se fait-il que la République islamique ait pu prendre ce modèle qui est justement une des formes de modernisation qu'elle aurait pu repousser avec horreur? Alors c'est vrai que même quand on prend la révolution constitutionnaliste de 1906, la référence en matière de constitution, c'était la constitution belge. C'était le modèle qu'on voulait, sur lequel on voulait se baser. Donc évidemment, l'occidentalisation fait partie des éléments identitaires de l'Iran. C'était l'objet d'une partie justement de ce que je développais. Et quand on prend la révolution de 79, là encore, la révolution a ses penseurs. Et quand vous lisez ces penseurs, c'est empreint de marxisme, c'est empreint, pour certains même, d'hegelianisme. Donc c'est empreint d'éléments de langage et de structurants mentaux et conceptuels proprement occidentaux. C'est une certitude. Par contre, encore une fois, comme il aura fallu justement, faut pas mettre de côté l'idée que l'Iran a été un des rares pays à ne pas avoir été colonisé, mais a quand même
fait les frais du grand jeu, la Russie, la Grande-Bretagne, donc avait quand même une certaine expérience de l'immixtion et de l'ingérence. Et donc, c'est une des réactions qui aura fait que, même si on adopte les mécanismes occidentaux dans le fait de construire des doctrines révolutionnaires, le fond n'est pas censé être occidental. Et c'est pour cette raison qu'on se base sur des éléments religieux. C'est-à-dire qu'en fait, ces penseurs, alors je prends par exemple Ali Shariati et voire même après Khomeini, même s'ils ne sont pas d'accord sur des choses essentielles, j'y reviendrai après, ils ont fait en sorte de parler à toute la population. Et pour parler à toute la population, il fallait parler le langage des classes sociales, de la désespérance socio-économique et de la religion. La religion, alors pour les uns, c'était une revendication identitaire et pas quelque chose qui allait flatter leur foi. Si je prends tout simplement Jalal al-Ahmad qui a écrit ce livre qui s'appelle Occidentalite, West Toxication, Rabzadeghi, c'était lui-même quelqu'un qui n'était pas un amoureux du clergé ni de la religion, mais il a admis l'idée que c'était un pilier culturel sur lequel éventuellement s'appuyer par contraste. Et puis pour les autres, ça parlait à leur foi. Donc il y a eu ça. Pourquoi est-ce que Ali Shariati et Khomeini, c'est très différent? L'un est le créateur du chiisme rouge, l'autre est créateur du chiisme noir. Le chiisme rouge, c'est le chiisme révolutionnaire, c'est-à-dire que, essentiellement au sens philosophique du terme, le chiisme ne peut exister que s'il est perpétuellement dans la révolution, c'est-à-dire dans la révolte face à l'oppresseur, ou sinon s'il est dans la soumission et dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont, il n'existe plus. C'est vraiment pour résumer, c'est beaucoup plus compliqué que ça évidemment. Et le chiisme noir, il détestait le clergé, Ali Shariati. Le chiisme noir, par contre, c'est l'institutionnalisation du chiisme, et donc on n'est plus du tout dans une aspiration révolutionnaire, on est plutôt dans une installation bien au chaud et dans des structures qui sont censées ne plus bouger. Vous n'avez pas beaucoup cité les femmes en Iran. Alors, je voudrais juste, j'ai sous les yeux, parce que j'ai lu ça il y a quelques jours, l'âge légal pour le mariage, qui est un indicateur très très important de la transition démographique. Tout ça. La République islamique a abaissé l'âge légal à 9 ans. Cependant, aujourd'hui, de facto, l'âge moyen des femmes qui se marient est de 26 ans. Première donnée. Deuxième donnée, sous le Shah, le taux d'alphabétisation des filles était de 65%. Et le taux d'alphabétisation aujourd'hui s'élève des filles à 93%, ce qui fait que les filles sont maintenant plus éduquées que les garçons. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas une petite bombe à retardement? Alors déjà, faut faire la différence entre le régime et la population. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une révolution qui change tout du jour au lendemain que la société va faire reset et oublier tout ce dans quoi elle avait inscrit son existence jusqu'alors. Effectivement, sous le Shah, dans des zones extrêmement reculées, il y avait des gens qui bravaient la loi pour marier leurs enfants plus jeunes. Parce qu'on est quand même... Il ne faut pas oublier que l'Iran, il y a 2 Irans. Vous avez peut-être les grandes villes et puis vous avez les coins plus reculés où vraiment les modes de vie sont extrêmement différents et on est peut-être beaucoup plus dans certaines, je dirais même superstitions que dans les grandes villes. Bon, ça c'est une évidence. Effectivement, il y a de la réaction, beaucoup, et puis il y a aussi une continuité logique des aspirations sociales de départ. Alors pourquoi est-ce que les filles sont souvent plus docteurs d'ailleurs que les garçons? Il y a 2 raisons. Il y a une raison qui peut être sociologique, c'est-à-dire que c'est toujours, enfin c'est pas toujours, c'est généralement plutôt l'homme qui va rapporter l'argent à la maison. Et donc quand on se marie, l'homme finit ses études pour pouvoir avoir un métier et ramener l'argent, et la femme qui ne travaille parfois pas, eh bien, a le loisir de continuer ses études et souvent a plus de diplômes que l'époux. Ça arrive. Effectivement, on est dans une configuration qui peut être soit de l'ordre de la réaction à la coloration islamique de la République actuelle, soit tout simplement une sorte de prolongation de la modernisation de la société qui était déjà à l'œuvre et qui ne s'est pas trop vue
entravée à ce niveau-là par les exigences. C'est-à-dire que ce n'était pas des exhortations, ce n'était pas des impositions, c'était un abaissement de l'âge légal. Donc, c'est pas parce que l'âge légal est qu'on va voir exploser forcément le nombre d'épouses beaucoup plus jeunes. Ça existe évidemment, mais voilà. Les femmes sont effectivement très instruites, chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne part pas, du même point qu'en Arabie Saoudite. Ça n'a absolument rien à voir. Puis vous avez beaucoup de femmes qui ont été élues au municipal, y compris dans des zones qui sont encore tribales. Il y a encore des zones en Iran, je pense notamment au Baloutchistan, où l'État même n'arrive pas vraiment à faire appliquer tout ce qu'il voudrait faire appliquer parce qu'il y a un système tribal qui est encore en cours. Vous avez beaucoup de femmes qui ont pu être élues. Alors, il y a aussi une petite subtilité intéressante par rapport, pour prendre juste cet exemple, à la candidature au présidentiel. En fait, vous pouvez vous présenter, mais vous ne pouvez pas être élu en tant que femme. Ah, c'est intéressant, c'est génial. Ah ouais. Ça sert à quoi de se présenter alors? C'est génial. C'est fabuleux ça. Parce que je crois qu'il y a un terme arabe, les persanophones et les arabophones pourront peut-être m'aider dans la Constitution, qui a une lecture qui veut dire dignitaire et donc sans genre. Et on peut le lire aussi autrement, on peut le lire homme politique. Et je crois qu'au premier crible, on préfère la première acception, mais une fois passé cette première étape de la réception des candidatures, on lit la deuxième acception. Pour les 9 ans, il s'agit d'une référence au calendrier lunaire. C'est même pas calendrier solaire, qu'en réalité 9 ans devient 8 ans. C'est-à-dire pour les femmes. Parce que le calendrier solaire existait en Arabie jusqu'à l'avènement du prophète de l'islam, et après il a été transformé en calendrier lunaire. Donc quand on parle de 9 ans, c'est 9 ans lunaire, donc la gamine a moins de 9 ans. Et ça, c'est une référence uniquement à l'exemple de ce que la tradition islamique a laissé du prophète de l'islam, puisque sa dernière femme, gamine, avait 9. La réalité, c'est pas 9 ans, la réalité. Et encore, et madame, vous voulez en parler aussi, c'est pire, il y a des prédicateurs wahhabites saoudiens qui prétendent qu'on peut épouser quasiment au berceau une gamine. Mais des gens, des prédicateurs qui relèvent de la psychiatrie, mais qui ont droit à la petite lucarne. Officiel, ça. Je voudrais juste répondre à ce qui vient d'être dit. Par rapport aux femmes, tout d'abord, il y a une étude qui a prouvé, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois il y a 2-3 ans, une étude européenne d'ailleurs, qui avait démontré que dans les pays où la femme avait moins de droits, donc on pense notamment au Maghreb, au Moyen-Orient, ou je ne sais pas moi, aux pays pauvres en général, l'Afghanistan aussi, avait plus de diplômes en sciences et techniques que dans les pays européens. Et que du coup les femmes étaient beaucoup plus qualifiées dans les pays où elles étaient... où elles n'avaient pas de droits que dans les pays où elles en avaient. Enfin, dû notamment à des considérations économiques qui font que, par exemple, en France, il y a un SMIC, alors que dans d'autres pays, il n'y en a pas. Oui, et apparemment, les sanctions ont eu de très très grands impacts aussi sur le fait de développer, de voir grossir le nombre des diplômés, parce que justement, l'Iran s'est finalement réfugié dans ce dans quoi il pouvait se réfugier et justement sous sanction a développé des puissances laborantines. C'est le premier producteur d'ingénieurs de la région et ainsi de suite. C'est devenu en fait sa nouvelle force quelque part. C'est ce qui se passe aussi au Maghreb. Je voudrais aussi répondre à ce que vous avez dit par rapport aux femmes qui pouvaient être candidates mais pas élues. Enfin, si vous pensez notamment aux pays musulmans, selon certaines lectures de l'islam, une femme ne peut pas être, on va dire, ne peut pas diriger une nation. Pas la Oumma en tout cas, dans le sens juste parce que c'est une femme.
En fait, c'est aussi simple que ça. Je sais pas si c'est un hadith ou c'est juste une pensée populaire qui dit qu'un pays dirigé par une femme va droit au mur, quoi. Oui, Grosso parce modo, c'est ça. qu'on n'a pas la même aptitude au jugement que les hommes du fait du cycle. J'avais lu ça assez régulièrement. Il y a un prédicateur, pour l'anecdote, qui avait dit il n'y a pas si longtemps qu'on ne pouvait pas donner le permis de conduire à une femme parce qu'elle avait la moitié d'un cerveau d'un homme et que, grosso modo, il avait comparé à un attardé, quoi. Non, mais il faut qu'on sache que ça existe quand même. Je ne défends pas, hein. Je vous le dis. Néanmoins, pour la femme du prophète, c'est vrai qu'il y a un débat sur est-ce qu'elle avait 9 ans, 6 ans ou 19. C'est un débat qui est fait surtout pour les arabophones, en fait, parce que c'est déjà tout d'abord basé sur le hadith et non pas sur le Coran. Ce qui fait que, oui, pour resituer, le hadith a été écrit plus de 2 siècles après la mort du prophète. 3, ouais. Donc, quelque part, au niveau des sources, c'est pas très fiable. Néanmoins, certains puristes, on va dire, de la langue arabe vont dire que, en fait, sur les textes, il y a écrit 9 ans, mais que les Arabes de l'époque ne comptabilisaient l'âge qu'à partir de la 10e année. Donc 9 devient 19. C'est totalement... Enfin, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Non, mais c'est intéressant de le savoir. J'avais jamais entendu ce débat, j'apprends. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Comment est-ce que vous sentez l'avenir de l'Iran dans les prochaines années sur son évolution? Est-ce que vous êtes plutôt confiante, plutôt inquiète? Quelle est votre sensation personnelle? Oui. Alors, c'est pas une bulle de cristal, sentiment personnel. Hein, sentiment personnel, d'accord. Bon, de ce que j'entends des familles sur place ou même de ce que je peux entendre dans des rencontres justement de chercheurs du monde entier, oui, on peut dire ça, c'est que le désespoir est beaucoup plus prégnant qu'avant les accords. Parce qu'avant les accords, il y avait la perspective des accords. Quand ils ont été signés, on a vu les scènes de liesse que ça a généré. Là, le fait que le pays dont on s'attendait le moins à ce qu'il remplisse sa contrepartie l'ait fait, et que ce soit justement un plus grand décisionnaire auquel la communauté internationale attribue autant de crédit n'ait pas rempli ses contreparties, ça a généré un très grand désespoir. Très grand désespoir. Juste une petite chose, donc il y a en 2016, j'étais extrêmement étonnée, donc j'étais à un mariage iranien, et tous les jeunes qui avaient fait des études à Londres et qui vivaient à Londres, en Suisse, dans les pays du nord de l'Europe, en France, qui étaient à ma table, m'expliquaient qu'ils allaient rentrer en Iran. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient réussi, ils parlaient parfaitement bien la langue du pays, ils avaient été diplômés, ils étaient très intégrés, mais en fait, ils étaient pleins d'espoir parce que pour eux, les accords, ça allait être la sortie de la misère, et ça allait être l'ouverture et l'adoucissement progressif des mœurs, et ainsi de suite. Mais tous. Et puis là, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on revient à de la vague d'immigration. Alors peut-être pas de façon aussi massive qu'on a pu les observer en 79, 99 et 2009. 2009, c'est pour une raison un peu différente. Hein. C'était les manifestations post-électorales et c'était surtout une classe moyenne qui avait les moyens de partir et qui manifestait en sachant qu'ils pouvaient partir. Bon, ça c'était autre chose. Là aujourd'hui, voilà, c'est plus le désespoir qui prédomine, malheureusement. C'est mon sentiment. Quel est le rôle, s'il y en a un encore, du zoroastrisme ? Alors, oui, bien sûr. Alors, c'est pas un rôle direct, c'est pas un rôle proprement lié au zoroastrisme. C'est-à-dire qu'en fait, le zoroastrisme a pénétré en fait le chiisme iranien. Le chiisme iranien, ce n'est pas le chiisme irakien, ce n'est pas le chiisme libanais. Parce qu'il y a justement cette influence du zoroastrisme qui, par exemple, est beaucoup plus manichéen dans ses contours, ainsi de suite. D'ailleurs, il y a plusieurs très très grandes recherches qui montrent, et je souscris pleinement, qu'une des raisons pour lesquelles on a observé l'aspiration révolutionnaire plus en Iran qu'ailleurs, si tôt, c'était aussi parce que la philosophie est un structurant mental. C'est-à-dire que la philosophie naît de nos mentalités,
mais la génération de pensée philosophique agit aussi sur les mentalités. Et il y a la perspective de l'acte d'être, qui a été notamment théorisé par un Mullasadra au XVIe siècle, plutôt encore Sohrawardi, tout ça, qui explique que, et c'est très empreint de zoroastrisme, qu'en fait, l'individu, le principe d'individuation, se fait non pas dans la soumission, comme on peut l'observer dans les religions. Même si on prend le christianisme, hein, subjectum, ça veut dire le sujet quoi, de Dieu. Hein. Mosalman, ça veut dire le soumis à Dieu. Ce principe d'individuation se fait beaucoup plus de façon active, c'est-à-dire que je suis pour être comme mes modèles, les imams par exemple. Mais c'est à moi de faire cet effort. C'est vraiment pour résumer, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Mais effectivement, il y a ces données qui sont en fait, qui suintent dans tous les contours de ce qui n'est pas justement zoroastrien, parce que c'est la base première. Alors, d'un point de vue beaucoup plus visible, par contre, les zoroastriens ont des sièges au Parlement, comme chaque religion, puisqu'on est dans une théocratie. Mais maintenant, voir un rôle plus spécifique, je ne vois rien là, tout de suite. Je pense que les curiosités sont assouvies. Bon, je vous remercie.